Bon, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour parler de la théologie de la provocation, un livre qui vient de paraître aux éditions des Syrtes et dont le sous-titre est le cause et enjeu du principe totalitaire. Donc, il apparaît que j'ai fait du titre et du sous-titre, il ressort une association entre la provocation et le totalitarisme. Mais en même temps, étant donné que le totalitarisme est un phénomène moderne, c'est un phénomène qui est apparu au XXe siècle, le totalitarisme, je l'ai associé à la modernité. Et donc, dans ce livre, j'essaie de faire une démonstration qui tend à prouver que la provocation est l'essence de la modernité. On a cru, et on croit toujours, que l'essence de la modernité, c'est la révolution. Et la première grande révolution que l'on associe à la modernité, c'est la révolution russe. C'est la révolution d'octobre. Or, cette révolution, elle n'aurait pas été possible sans la première grande catastrophe du XXe siècle, qui a été la Première Guerre mondiale. Et on sait aussi, aujourd'hui, on connaît les résultats de cette révolution. Donc, il m'est apparu, après avoir adhéré pendant longtemps à cette modernité que aujourd'hui, disons, sur laquelle j'apporte aujourd'hui un regard beaucoup plus sceptique et pessimiste, puisque tous mes travaux à l'âge d'homme ont porté sur les avant-gardes russes et polonaises, qui ont été les principaux moteurs de la modernité, parce qu'au fond, les avant-gardes occidentales ont suivi, n'est-ce pas, les avant-gardes russes. Les grandes avant-gardes ont été les avant-gardes russes dans les années 10-20 du XXe siècle. Et donc je me suis fait l'apologiste de la modernité à travers les avant-gardes. Et puis quand je vois aujourd'hui la perversion, la défiguration justement du projet qui était au cœur de la modernité, j'en suis venu à constater que non, la révolution n'est pas l'essence de la modernité, c'est la provocation qui est l'essence de la modernité. Et donc il m'est venu l'idée d'écrire ce livre sur une théologie de la provocation qui en quelque sorte s'inscrit en faux contre cette notion qui a été à la mode à une époque, qui est beaucoup moins aujourd'hui, qui était la théologie de la libération. Et moi je dis non, notre époque moderne, tout le XXe siècle et ce qui s'ensuit, et l'époque que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et qui s'institue évidemment dans le prolongement de toutes les catastrophes du XXe siècle, et qui accentue encore, qui aggrave encore, n'est-ce pas, ces catastrophes, eh bien, on ne peut pas les considérer, on ne peut plus croire dans la révolution. Et c'est pourquoi je termine, bon là je commence par la fin, je termine toute cette démonstration par cette espèce de quelque sorte de verdict désabusé en me référant à Voltaire et en disant non, il faut éviter les révolutions, il vaut mieux cultiver notre jardin. Enfin, c'est ironique. Alors pour revenir au début, j'ai considéré que les racines de la provocation, je les ai trouvées dans les dernières années du XIXe siècle en Russie, lors des prémices de la révolution, lors des prémices du grand bouleversement, de la chute de l'Empire, n'est-ce pas ? Les mouvements révolutionnaires qui, dans les années 70-80 déjà, à travers toute cette vague d'attentats, qui n'est pas sans faire penser à la vague au terrorisme que l'on connaît aujourd'hui, mais avec des différences. Parce que le terrorisme des Russes, et Camus l'a très bien montré dans Les Justes, c'était un terrorisme qui était, si vous voulez, qui ciblait ses victimes comme étant les responsables, n'est-ce pas, d'un état désastreux de la société. Donc ils avaient effectivement une posture révolutionnaire, mais ils n'ont jamais sacrifié des innocents. Et quand ils voulaient assassiner un grand-duc, un ministre, et qu'il y avait des enfants et des femmes dans la voiture, par exemple, ils s'abstenaient de commettre ces attentats. C'est là la différence entre ce terrorisme, le terrorisme des justes,
et le terrorisme que nous connaissons aujourd'hui, mais qui n'est pas nouveau. Parce que ce terrorisme, il est pratiqué depuis toujours, n'est-ce pas? Il était pratiqué dans la guerre d'Algérie, il était pratiqué en Israël. On n'a jamais fait on a tué des innocents, n'est-ce pas? Sans cesse. Et c'est ça la différence aussi. Ce qui, en quelque sorte, apporte un argument à ma vision du monde, qui est une vision qui s'inscrit contre l'idée de progrès. Moi, pendant longtemps, dans ma jeunesse, je croyais au progrès, je croyais aux droits de l'homme, etc. J'y crois toujours, dans l'absolu. Mais si on constate, si on porte un regard clairvoyant sur l'histoire, on s'aperçoit que cette idéologie humanitaire, humaniste, qui a pris ses racines justement dans la Russie du XIXe siècle, n'est-ce pas, contre un État pas totalitaire, mais autocratique, c'est une grande différence, contre un État absolutiste, où le tsar était encore le représentant de Dieu. Bon, encore quelque sorte, bien que après Pierre le Grand, il y a eu un renversement. Mais enfin, il y avait quand même ce lien profond entre l'Église et l'État, entre la religion et la politique. Donc c'était tous ces mouvements subversifs qui venaient de l'Europe, de l'Ouest, qui étaient nourris des doctrines qui s'étaient forgées, en particulier en France. Donc c'est d'où la position de Solzhenitsyn, qui considérait que le communisme, que les Russes n'étaient pas responsables du communisme, et que le communisme avait été une expérience de laboratoire, qui était en quelque sorte qui avait été implantée en Russie, n'est-ce pas, par les idées occidentales, d'où son anti-occidentalisme et son slavophilisme, fondé sur justement la religion et sur la foi. Mais j'ai parlé de la théologie de la provocation, et j'ai constaté que dans les critiques qui ont vu, des recensions que j'ai pu lire de mon livre, cette notion a un peu étonné et a été souvent contestée. On a trouvé qu'elle était confuse. Donc je voudrais quand même m'expliquer là-dessus pourquoi je parle d'une théologie de la provocation. La provocation, je l'entends d'abord dans son sens presque littéral, puisque j'ai pris comme figure en quelque sorte paradigmatique de la provocation un personnage que l'on connaît peu, en tout cas chez nous, qui s'appelle Azef, et qui, à cette époque à laquelle je me réfère, n'est-ce pas, cette époque du terrorisme révolutionnaire qui est parvenu à ses fins en détruisant l'État tsariste et en le remplaçant par le bolchevisme, ce qui n'était pas prévu, hein, parce que, bon, si on fait un peu d'histoire, on s'aperçoit que le bolchevisme, qui est qu'une variante du jacobinisme, a été dans une certaine mesure aussi la continuité de l'impérialisme tsariste. Et que la force du bolchevisme est la raison pour laquelle il a triomphé pendant la guerre civile, ce qui peut paraître étonnant, parce qu'il y avait quand même, il a dû affronter la coalition, l'intervention, les armées blanches et l'armée polonaise, et qu'il a vaincu toujours, c'est parce qu'il incarnait le centralisme, il incarnait l'État, et que Lénine était un homme d'État, et qui a voulu imposer la force de l'État sur l'anarchie qui s'est développée dans les premières années de la Révolution. Ça, on ne le voit pas toujours, n'est-ce pas? Mais c'est cela qui est central. Donc c'est qu'il y a une continuité. Mais ce qui m'a paru flagrant, c'est que dans ce mouvement de décadence, n'est-ce pas, et de catastrophe qui se succèdent à travers l'histoire, le pivot de tout cela m'est apparu dans l'inversion, la perversion de la foi, du bien, de la vertu, de toutes les notions positives qui ont été utilisées pour appliquer dans la réalité leur contraire. Et cela m'est apparu comme un axe absolument fondamental de la modernité,
depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Alors, moi, ayant été quand même formé, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même, dans ma jeunesse, adhéré à des conceptions qui étaient très influencées par le marxisme. Je l'ai associé également au capitalisme. Mais je dirais que quand on lit mon livre, évidemment, on m'a souvent reproché de procéder par ellipse, d'être trop elliptique, et parfois ce qui rendait parfois la lecture et la compréhension de mon livre difficile. Je dois quand même préciser que les notions auxquelles, disons, que j'essaie de démystifier d'une certaine façon, je ne les conteste pas en soi. Dans mon livre, j'établis un lien entre ce que je considère comme les trois totalitarismes qui ont marqué l'histoire moderne et qui continuent à la marquer, à savoir le nazisme, le communisme et ce que j'appelle le démocratisme totalitaire. D'une certaine façon, à part le nazisme, quand même là, je crois qu'il ne fait aucun doute que la théorie raciste qui a quand même dévasté une grande partie du monde et qui a commis tellement d'horreurs ne peut pas être, disons, avalisée. Bon, mais en ce qui concerne le communisme, on ne pourra pas nier qu'à l'origine, l'idée elle-même était profondément, et d'ailleurs c'est ce qui explique son succès, fondée sur la justice, sur l'équité, sur l'égalité, etc. C'est-à-dire, au fond, les principes qui étaient ceux de la Révolution française. N'est-ce pas ? Donc, mais ils ont été détournés, ils ont été pervertis. Et cela se passe dans le langage. Et donc, j'en suis venu à chercher la méthode, si vous voulez, qui a permis au totalitarisme de s'accomplir. Et je l'ai défini dans ce que j'ai appelé le tiers inclus. À savoir que dans chaque régime marqué par cette idéologie totalitaire, qu'elle soit raciste, qu'elle soit fondée sur une exclusion, disons, de caractère raciste, ethnique, ou d'une exclusion de caractère social, politique, avec le communisme, l'exclusion d'une classe qui était la bourgeoisie, ou dans le démocratisme totalitaire, et c'est là où je vois dans le système actuel, dans ce système qui est la mondialisation, une sorte de synthèse même, d'aboutissement des totalitarismes précédents, et qui culmine dans une falsification monstrueuse des idées, puisqu'on tend à nous faire croire que les régimes occidentaux, disons, sous l'égide des États-Unis, ont une mission, on peut parler vraiment d'une sorte de messianisme démocratique, ils sont appelés à répandre la démocratie dans le monde, et quand on voit les résultats, on s'aperçoit d'un chaos sanglant, n'est-ce pas? Et même si on analyse l'état des sociétés même qui servent de modèle, n'est-ce pas? Par exemple la société française, ou la société européenne, disons, ou la société américaine, mais ce sont des sociétés dont l'État, si on a un certain esprit critique, n'est-ce pas, une certaine objectivité, si on ne se laisse pas justement convaincre par ce que j'appelle justement, par le tiers inclus, n'est-ce pas, c'est-à-dire par ce qui est une forme de la propagande, ce que j'ai appelé l'espionnage des âmes, c'est-à-dire la conviction que l'on est dans le bon droit, n'est-ce pas, on est dans le bon droit, donc tout est permis. Ça, donc on peut avoir Guantanamo, on peut avoir tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Les États-Unis peuvent se permettre absolument toutes les monstruosités. Ils ont massacré 1 million d'Irakiens. La vie d'un Américain vaut 100 000 Irakiens. Et on vous parle de démocratie, etc., etc. Donc ça va de soi. Pour n'importe quel, je dirais, vous savez, si on se réfère aux lettres persanes, si on imaginerait des Persans, des gens qui viennent, ou des Martiens, disons, des Martiens qui débarquent dans notre monde et qui regardent l'état du monde, leur conclusion serait évidente, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce sont des régimes fondés sur l'oligarchie, une oligarchie financière mondiale
qui est sans, absolument, je dirais, sans odeur, n'est-ce pas, qui n'appartient à aucune nation, parce que c'est justement cela. Mais étant donné qu'on a vécu pendant un siècle sur un idéal d'internationalisme, à travers notamment le communisme, les esprits sont formatés par cela, n'est-ce pas? Donc, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'ai établi dans mon livre une véritable continuité, vous voyez, entre ces trois systèmes totalitaires, en montrant, parce qu'on a tendance aujourd'hui à considérer que les totalitarismes appartiennent au passé, la démocratie a vaincu le nazisme et le communisme, ce qui est vrai, et maintenant c'est la panacée. Et maintenant on va entrer dans une ère de justice, de bonheur, n'est-ce pas, pour tous, sans parler évidemment des bienfaits de la consommation. Et on connaît le livre de Fukushima sur la fin de l'histoire, n'est-ce pas? C'est l'idée de la fin de l'histoire. C'est un hegelianisme, disons, revisité. Hein? C'est Hegel revisité. Eh bien, donc c'est cela qui m'a paru important, et je me suis appuyé sur une citation d'un auteur polonais que j'ai traduit, qui s'appelle Alexander Watt. C'est un livre dont le titre est Mon siècle. Et Alexander Watt a été un grand poète futuriste polonais qui a adhéré au communisme. Il n'a pas été vraiment membre, on pourrait dire, du parti, mais peu importe. C'est lui qui a introduit le marxisme en Pologne dans les années 30. Et ensuite, il a été réprimé sous Staline. Il a été déporté. Il a passé plusieurs années dans les camps soviétiques. Et il a réussi ensuite à émigrer en Occident. Et il a raconté ses souvenirs sous forme d'entretien avec le grand poète polonais Czesław Miłosz, qui a, comme vous savez, qui a eu le prix Nobel, et donc ça a donné Mon siècle. Et dans Mon siècle, il écrit ceci: c'est l'introduction du tiers inclus qui veut dire que lorsque vous serez deux à vous rassembler, je serai là entre vous. Cette éducation soviétique apparaît déjà en prison. Cela signifie mon ami codétenu et mon ami par le NKVD, mon frère et mon frère par le NKVD, c'est-à-dire par la police, par le parti, par l'intermédiaire de Staline. Évangélique, lorsque vous serez deux rassemblés, je serai là parmi vous. Donc j'ai considéré que cette idéologie totalitaire que j'ai essayé de décrypter était fondée justement sur la perversion de la parole du Christ. Et là encore, ce que je ne m'en prends pas au christianisme lui-même, je ne m'en prends pas au bien lui-même, mais à leur utilisation, n'est-ce pas, à des fins complètement, absolument contraires au but qui était, au projet initial. Et on aboutit toujours à cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, et cela nous amène à, disons, à une réflexion sur le langage. Je viens de lire un livre intéressant là-dessus, qui est un livre de quelqu'un que j'ai connu, avec qui j'avais des relations très amicales, qui s'appelle Henri Méchonic, et c'est un livre post-mortem, qui n'a pas pu publier de son vivant, qui s'appelle Le langage, histoire, une même théorie. Il essaie d'établir une liaison, n'est-ce pas, de montrer une cohérence entre le langage et l'histoire. Et il n'y parvient pas. C'est une démonstration brillante. Il passe en revue tous les systèmes de pensée contemporains, modernes. Mais il essaie désespérément de montrer qu'il y a une adéquation entre le langage et l'histoire. Eh bien, dans mon livre, hélas, mon constat m'a amené à aboutir à une autre conclusion. C'est-à-dire que, au contraire, le langage a toujours été utilisé, en tout cas depuis l'époque dont je parle, pour travestir l'histoire, pour la falsifier, pour en donner une idée absolument contradictoire avec la réalité, si bien qu'on en arrive presque à une impossibilité d'accéder à cette réalité. Il y a un problème philosophique même. Donc, si vous voulez, ce livre, cette question de la provocation et de la théologie de la provocation, on peut y voir une espèce d'hybridité, si vous voulez, d'ambiguïté.
Parce qu'on peut considérer que, je me réfère à Joseph de Maistre, qui considérait que la Révolution française avait été voulue par Dieu, n'est-ce pas, comme un châtiment. Et Rozanov a repris cette idée à propos de la Révolution russe. La Révolution russe est un châtiment, c'est Dieu dont on se retrouve dans les évangiles, enfin dans le rapport qu'on peut établir entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est Dieu qui châtie les hommes. Mais on peut aussi y voir, on n'est pas obligé d'adhérer à une idée religieuse. On peut considérer qu'à travers cette notion théologique, que la théologie, et ça c'est ma conviction que j'ai à travers toute mon expérience qui est devenue la mienne, après beaucoup, je vous dis, d'interrogations et de réflexions, c'est qu'en fait, malgré la mort de Dieu, proclamée par Nietzsche, malgré cela, malgré la rupture justement entre l'histoire profane, laïque, et la religion, les religions ont toujours été, ont toujours été, en étant travesties, en étant perverties, et on en a un exemple aujourd'hui avec l'islamisme, flagrant. C'est exactement ce qui s'est passé avant avec le christianisme. C'est un travestissement, n'est-ce pas, de la religion, une utilisation, une manipulation de la foi religieuse, qui est évidemment un instrument absolument formidable pour agir sur les esprits. N'est-ce pas, les gens sont... vous savez très bien que les gens qui étaient envoyés au goulag, il y en avait beaucoup qui mouraient en criant « Vive Staline !» C'est-à-dire et qui sont sortis du goulag en continuant à croire dans je ne parle pas du communisme, en Staline, n'est-ce pas, qui a quand même massacré des millions d'hommes. Bon, mais c'était pour la bonne cause. Ils étaient aveuglés par ce que j'appelle le tir inclus. Donc ce tir inclus, il est toujours en action. Et pour qu'il disparaisse, il faudrait arriver à un état de la société où il y ait justement une totale transparence entre le langage et l'histoire. Mais je me suis attaché, dans tout mon travail, entre autres sur les avant-gardes, à disons, analyser, n'est-ce pas, cette dépravation du langage qui est à l'œuvre et qui est peut-être, je dirais, une arme de destruction massive que l'on méconnaît, mais qui est peut-être plus performante, plus effective que même la bombe nucléaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette possession des âmes, n'est-ce pas, qui est à l'œuvre dans les systèmes totalitaires et qui malheureusement est encore plus à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés, parce qu'on nous fait croire que nous vivons dans des sociétés de liberté, puisque moi je peux vous dire cela et vous pouvez m'enregistrer, donc de quoi vous parlez, mais vous êtes libre. Mais en réalité, nous sommes utilisés, manipulés, et à un point tel que, au contraire, on a besoin d'exutoires, on a besoin de malpensants, on en a besoin, parce qu'ils servent de caution. Ils montrent que nous sommes dans une démocratie qui en réalité n'existe pas et n'a jamais existé. Parce que les idées de Rousseau, elles n'ont jamais été appliquées, peut-être elles sont inapplicables. Et nous en sommes toujours, nous en sommes restés à Hobbes et au Léviathan. L'homme est un loup pour l'homme, et ça reste malheureusement la réalité quotidienne. Et on n'a jamais réussi à dépasser ce stade-là. C'est-à-dire un stade, au fond, qui est le stade de l'animalité. Et on pourrait presque se demander si on est arrivé, et si on arrivera un jour à un stade qui sera tout simplement, sans parler de divinité, comme l'abbé l'a dit tout à l'heure, et je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, mais simplement d'humanité. Arriver à changer les hommes de façon à ce que justement ils arrivent à vivre entre eux en tant qu'êtres humains, et non pas d'animaux qui s'entre-dévorent. Eh bien c'est cela que j'ai essayé de démontrer, si vous voulez, dans ce livre. Alors j'ai fait une confrontation, mais il y a beaucoup, si vous voulez, c'est un peu, disons, je vous dis, il y a une ambiguïté parfois dans mes propos, parce qu'on peut aussi bien les prendre littéralement, n'est-ce pas, parler de théologie en tant que telle,
Et dans ce cas, je vous dis, on peut se référer à ce que Joseph de Maistre pensait de la Révolution française ou Rozanov de la Révolution russe, qu'elles entraient dans une sorte de plan divin, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi théologie de la provocation. Mais on peut aussi considérer cette théologie comme se référant à des religions, travesties, perverties, qui ont été à l'œuvre dans les totalitarismes. Si on considère que tous les totalitarismes, les 3 totalitarismes, au fond, sont d'une manière plus ou moins explicite ou implicite, axés sur ce qu'on appelait, ce que les grands écrivains polonais à l'époque du communisme, c'était les seuls d'ailleurs à avoir bien compris le phénomène communisme, je crois. Je parlais de Miłosz, de Watt, de Czapski et des autres grands écrivains polonais dont je me suis occupé. Ils parlaient de nouvelle foi. Et alors, tout à l'heure, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce que disait l'abbé de la foi. C'est très bien, mais ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est justement la perversion de la foi, la manipulation de la foi, l'utilisation de la foi par des systèmes de domination qui essaient justement, qui, par le tiers inclus, prennent possession des esprits, les manipulent, et donc, c'est aussi, on peut parler aussi d'un rapport, et là je me référerai à ce qu'a écrit Elias Canetti là-dessus, sur le rapport entre la puissance et la masse. Toute notre modernité aussi repose sur le rapport entre la puissance et la masse. Et quand, au moment du communisme, je parlais avec des intellectuels qui étaient critiques, mais qui en même temps considéraient qu'on ne pouvait pas changer le système, ils me disaient, mais que veux-tu? Au fond, Staline, il était inévitable, parce qu'il faut bien maîtriser cette masse, il faut bien la canaliser, n'est-ce pas? C'est le problème de la masse, c'est le problème de la société de masse. Comment endiguer la masse? Comment la diriger? Et alors, de cette masse émerge une infime minorité de gens qui n'ont pas peut-être de talent particulier, mais qui ont l'art, justement, de donner le change, de jeter de la poudre aux yeux, de manipuler les esprits. Vous savez, ce sont et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec des moyens d'information. Tous nos moyens d'information, on le sait, sont des instruments de falsification de l'histoire. Si vous lisez Le Monde, si vous lisez Libération, tous ces journaux qui sont considérés par beaucoup d'intellectuels comme des espèces de bibles, encore aujourd'hui. Moi, la plupart de mes collègues, avec vénération, se réfèrent à ce qui est écrit dans ces journaux. Mais si vous les lisez, vous les comparez avec ce que l'on peut connaître, un petit bout de réalité historique, ils passent leur temps à falsifier la réalité, à la travestir, n'est-ce pas? Et donc c'est encore un phénomène qui relève de ce que j'ai appelé le tiers inclus. Et eux-mêmes, ces journalistes, tous ces gens-là, ils sont eux-mêmes victimes du tiers inclus, n'est-ce pas? On n'en sort pas, n'est-ce pas? Alors jusqu'où ça va? Le tiers inclus, cette espèce d'aveuglement idéologique, ce qu'il y a de plus étrange et de plus paradoxal, il a amené l'effondrement même de l'Union soviétique. Car on n'a jamais vu d'exemple dans l'histoire d'un homme ayant le pouvoir absolu qui était celui de Gorbatchev, qui de son plein gré n'est-ce pas, accepte, propose, n'est-ce pas, de désarmer unilatéralement. Et en pensant, pourquoi? Parce que ce mirage occidental démocratique que j'essaie de décrire et de décrypter, et quand même aussi de dénoncer dans mon livre, il est si fort, n'est-ce pas? La force de ce que Zinoviev appelait l'occidentisme, et c'est le sujet de mon dernier chapitre, qui vient comme une conclusion de tout ce qui précède à propos d'Azef, à propos des protocoles des sages de Sion, de l'immolation du peuple juif comme un bouc émissaire, n'est-ce pas? Parce que cette idéologie totalitaire, elle a besoin d'un ennemi et elle a besoin d'un bouc émissaire toujours. Elle a toujours besoin de se forger des ennemis. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est l'ennemi numéro 1. Donc on peut accumuler toutes les mensonges et toutes les calomnies du monde pour déjà préparer peut-être
la destruction de cet ennemi, n'est-ce pas, suprême, puisqu'il a l'arme atomique, l'arme nucléaire. Bon, tout cela apparaît, mais justement, cet occidentisme, il a été si fort qu'il a réussi à duper ceux qui se prétendaient comme les plus grands ennemis, n'est-ce pas? Ceux qui prétendaient défendre une idéologie qui était, pendant 3/4 de siècle, s'est présentée comme une alternative, justement, au capitalisme démocratique occidental. Donc je ne voudrais pas quand même que l'on confonde la démocratie en tant que telle qu'on peut l'idée démocratique, si vous voulez, dans l'idéal, n'est-ce pas, comme idéal de vie, comme idéal de société, et ce que j'appelle le démocratisme totalitaire, qui, à mon avis, désigne le fonctionnement réel de ce que l'on tend à considérer comme une démocratie. Et là, on est tout le temps dans une espèce de cercle infernal, parce que c'est justement en se référant à ces grandes idées qui ne sont jamais appliquées que la perversité continue son chemin, n'est-ce pas? Et que les oligarques qui dominent le monde, eh bien, comme vous voyez, ils s'apparaissent comme vraiment absolument inattaquables, n'est-ce pas? Ils sont toujours gains de cause et ils se retrouvent toujours vainqueurs dans tous les conflits auxquels ils sont confrontés. Donc, en revenant sur ce livre, pour faire une conclusion à cette présentation, je pourrais quand même mettre en garde le lecteur contre, disons, des interprétations peut-être qui sont, disons, abusives, car ce livre n'est qu'un essai, ce n'est pas une thèse. Je n'essaie pas de démontrer, n'est-ce pas, je ne prends pas parti, au contraire, pour aucun système, aucune doctrine. C'est un regard qui est le fruit de ma propre expérience, puisque j'ai vécu 20 ans dans les pays de l'Est, et ma vie s'est partagée au fond entre la France, qui est mon pays, et les pays de l'Est où j'ai travaillé pendant 20 ans, entre 1960 et 1980. Donc c'est une vision sur les deux parties de cette Europe qui ont toujours été divisées et qui continuent encore plus à être divisées, c'est cette vision-là qui m'a inspiré donc, ce livre, que j'ai écrit pendant au moins une quinzaine d'années avant disons, de vouloir le mettre, disons, le publier. Et j'ai même enlevé certains chapitres qui apparaissaient comme, disons, trop divergents par rapport à cet axe que j'ai établi. Et c'est tout simplement dans le souci, si vous voulez, de clarifier nos idées sur l'état du monde actuel. Et je crois qu'on ne peut pas le faire si on ne revient pas en arrière, si on n'essaie pas de faire un bilan de l'histoire moderne, qui pour moi a commencé, on pourrait le dire, avec l'avènement du capitalisme vers le milieu du XIXe siècle, cette idéologie donc progressiste, je dirais, constamment associée d'ailleurs au capitalisme, cette idéologie démocratique qui s'est propagée en Russie et qui ensuite a proliféré, s'est propagé, et à travers toute une série, si vous voulez, d'enchaînements, est arrivé à l'état que nous connaissons aujourd'hui, en 2016, dans un monde en pleine, disons, un monde divisé, et un monde dont on ne sait pas, d'ailleurs, on a du mal à prévoir, pour lequel on a du mal à prévoir un avenir radieux.